Il y a des pièges. Comment on peut les éviter? Il y a des gens qui gagnent 500 000 par année, ils vivent quand même du stress financier. Qu'est-ce qui, il y a des gens qui gagnent 20 000 par année puis ils vivent très bien. Donc, pour votre information, il y a 48% des Canadiens déclarent souffrir d'insomnie en raison de soucis financiers. 44% disent qu'ils auraient de la difficulté à respecter leurs obligations financières s'ils recevaient leur paye en retard. Si vous êtes prise avec un stress financier, vous êtes 2 fois plus susceptible de déclarer avoir un mauvais état de santé générale. Donc, c'est quoi une mauvaise gestion financière? Ne pas avoir un budget, vivre au-dessus de ses moyens, ne pas épargner pour les urgences. Si ce n'est pas planifié, on va passer notre vie à travailler. Il se peut qu'il y a des sacrifices à faire et il y a des gens qui trouvent ça complexe. Donc, une première chose, il faut arrêter de se comparer. Je sais que je suis dans une situation que j'aimerais ça changer. Est-ce que je suis prête à faire le nécessaire pour changer ma situation? Donc, évidemment, vous savez, la première chose que je vais dire de faire, c'est de vous faire un budget. Pas le choix, pas le choix. Acheter de quoi de coûter 2 000 $, c'est facile parce que nous avons la carte de crédit. Mais on n'y pense pas après qu'il faut rembourser cette carte-là. Cette carte-là vous charge des intérêts qui varient entre 18 et 24 18 et 24 par année, c'est énorme. Moi, je n'ai utilisé la banque, pas que la banque. Il vous reste de l'argent. Elle vous a dit, Magdalena, qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? Il faut le laisser dormir. Il faut le faire travailler pour vous, pas pour les autres. Ça a mis combien de temps cette personne-là pour passer à ces différents niveaux? On vous l'a expliqué. Ça dépend de l'état d'esprit, l'effort que la personne va donner. Donc, on peut être au même niveau que quelqu'un, mais selon l'effort de chaque individu, on peut se rendre ailleurs. Donc, souvent, les gens parlent de l'argent comme si c'était quelque chose de mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Souvent, là, des fois, on entend les parents dire oh, regarde, lui, il a sûrement fait des mauvais coups pour avoir cet argent-là. Ce qu'on est en train de dire à l'enfant, mais avoir de l'argent, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez fait des mauvais coups. C'est identifier où est-ce qu'on se retrouve dans la pyramide de Maslow, à quel pilier. Si on revient sur le premier point, c'est quoi la gestion financière personnelle? En quelques mots, comment vous pouvez définir en fait ce concept? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Janas, votre coach audio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fort intéressant. Parlons-en bien, parlons-en les finances, budgétisation. Ça vous dit de quoi? Eh bien, prenez quelques temps avec nous pour discuter avec notre expert, Magdala Jeunesse, qui va nous parler de la gestion personnelle des finances. Bonjour Magdala. Bonjour, Madame Sandrine. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ben en tout cas, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce sujet fort intéressant sur les finances. Donc, vous êtes une experte dans ce domaine, dans cette discipline, comme on dit. Donc, je vais vous laisser le temps de vous présenter avant de rentrer au cœur de ce sujet. Oui, donc allô tout le monde. Mon nom c'est Magdala Jeunesse. Je suis planificatrice financière de formation. J'ai fait mon titre de planif en 2012, donc ça fait quelques années. Je ne sais pas si je suis experte, mais on va dire que je suis passionnée de ce sujet-là. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur depuis que je suis très jeune. Je travaille dans l'industrie finance tout de suite après l'université, donc depuis 2006. Donc oui, ça fait quelques années que je suis dans l'industrie, que je travaille dedans. Présentement, je travaille pour une firme de gestion de patrimoine ici à Montréal. Okay. Donc, ce que vous nous mentionnez, c'est que vous avez beaucoup d'intérêt, en fait, dans cette discipline-là de finance. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré, en fait, dans cette profession? Je pense que c'est en voyant mes parents aller quand j'étais jeune, très, très jeune, j'ai dû aider les parents à gérer. C'est plutôt qu'on venait de quitter notre pays d'origine, on était rendu à un pays étranger où ils ne parlaient pas la langue.
en étant jeune, on m'a envoyé à l'école, donc j'ai pu apprendre la langue plus vite. Donc, c'est moi qui aidais mes parents par rapport aux factures, les paies, etc. Donc, très, très jeune, j'avais ces tâches-là à faire. Et depuis ce temps-là, j'ai développé ben, c'est pas que j'ai développé, j'ai vu que j'aimais ça. À l'université, j'ai étudié en commerce pour commencer et j'ai eu un emploi tout de suite en banque et en commençant comme directrice de compte, les ouvertures de compte, etc., etc. Mais je voulais plus. Je voulais pas rencontrer quelqu'un puis juste leur ouvrir un compte bancaire puis leur dire OK, merci, bye bye. Je voulais apprendre à connaître les clients, je voulais connaître leur situation financière, je voulais faire le 360, comme j'aime dire. Vraiment regarder chaque palier finalement de la personne pour pouvoir mieux aider. Et aussi appliquer qu'est-ce que je connais à ma propre vie. Je ne suis pas, comme on dit, cordonnier mal chaussé. Tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est des choses que moi, j'applique à ma vie, que je partage avec les amis ou les membres de la famille, les gens intéressés, il faut dire. Effectivement, ben, ça démontre en fait compte la raison pourquoi j'ai contacté Magdala Jeunesse aussi pour ce sujet fort intéressant parce que c'est un sujet d'actualité et lorsqu'on parle de finances, c'est toujours des fois intéressant, mais ça peut être problématique. Donc, dans le déroulement de cette interview, ce qu'on va voir, c'est quoi la gestion financière, la base. Parce que des fois, on prend pour acquis que tout le monde est au courant que qu'est-ce que ça demande comme implication. Donc, on veut s'assurer que vous partez avec une base commune de la gestion financière personnelle. Par la suite, ce que Madela va nous expliquer, pourquoi aujourd'hui c'est important de prendre le temps de s'arrêter et de mieux ou apprendre à gérer ses finances. C'est quoi les éléments essentiels en fait dans la budgétisation? Par la suite, on va regarder, il y a des pièges. Comment on peut les éviter? Puis s'assurer d'utiliser des stratégies, des techniques, des conseils, mais il faut savoir les utiliser à bon escient. Donc, on va regarder ça ensemble. Puis vous allez voir, Mandela parlait du portrait de 360 qu'elle connaît. Nous, on va y aller graduellement. On va s'arrêter sur la budgétisation et dans d'autres parties, on regardera les autres éléments que Mandela va nous mentionner. Donc, si on revient sur le premier point, c'est quoi la gestion financière personnelle? En quelques mots, comment vous pouvez définir en fait ce concept? À la base, la gestion financière personnelle, c'est les pratiques et les stratégies qu'on met en place pour gérer nos finances personnelles. Ça inclut la budgétisation, l'épargne, l'investissement et bien sûr la planification financière qui nous aide à atteindre nos objectifs courts à long terme. C'est vraiment ça à la base. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de la gestion des financière personnelle. OK, donc il y a comme 4 phases. Comme si je récapitule ce que vous avez dit, c'est vraiment la budgétisation, après tout ce qui est épargne, investissement, puis la planification à long terme comme la retraite. OK. Exactement. Donc, vous avez pris note, 4 phases qu'on voit dans la gestion financière personnelle. Puis aujourd'hui, on va vraiment regarder la première phase qui est la budgétisation. Donc, j'espère que vous avez avec vous un cahier, un stylo pour prendre des notes et commencer à regarder l'essence en fait compte de cette phase-là. Là, on a parlé de la budgétisation. Pourquoi c'est essentiel d'en prendre soin ou comment ou pourquoi en fait qu'on fait ça? La budgétisation va nous aider à, premièrement, prendre connaissance de notre situation actuelle. Je dirais même avant la budgétisation, c'est de se demander est-ce qu'on est prêt à faire le travail? Est-ce qu'on est prêt à faire face à nos situations? Et une fois que la réponse est oui à ces questions-là, on commence avec un budget. Le budget va nous apprendre notre situation actuelle, où est-ce qu'on est rendu par rapport à nos revenus, nos dépenses, etc. Pour déterminer, OK, mais on est ici présentement, c'est où qu'on veut aller. Donc, c'est vraiment ça la première étape par rapport aux finances personnelles, c'est faire un budget aujourd'hui avec notre situation actuelle. OK. Puis les raisons qui nous amènent à dire oui, on a un revenu, on a des dépenses, tu sais, pourquoi on le fait? Il y en a qui disent, ben, moi, je sais à peu près qu'est-ce que je dépense,
je connais à peu près mon salaire, mais Mhm. à peu près. Je Mhm. l'entends souvent dans des discussions avec plusieurs personnes, directes ou indirectes. C'est quoi les raisons qui est important de faire cette routine-là, comme vous dites? Les à peu près, ça ne va pas nous aider à atteindre nos objectifs. Si, exemple, moi, j'aimerais ça épargner pour un voyage que j'aimerais faire, exemple, aller à Bali, et je ne connais pas mes revenus, je ne connais pas mes dépenses, comment je vais savoir combien que j'ai de disponible pour épargner, que ce soit par mois, par 2 semaines, etc., pour pouvoir avoir le montant nécessaire pour mon voyage. Si je sais à peu près, puis à la fin du mois, il me reste moins 100 $ dans mon compte parce que j'utilise du crédit pour financer ma vie, bien, ce rêve d'aller à Bali, ça va rester en. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à être le plus exact possible pour vraiment déterminer leur situation. OK. Donc, une des raisons, c'est vraiment suivre son, on va dire, son roulement d'argent pour atteindre un objectif, mais aussi pour régler nos factures. Parce que ce qu'on voit, c'est que si on fait plus, moins, c'est parce qu'il y a de l'argent qui rentre et il y a de l'argent qui sort, mais il faut savoir c'est où que ça sort. Donc, c'est ce que je vois. Puis, les inconvénients, en fait, compte de ne pas faire ce travail-là, de ne pas avoir cette discipline, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Premièrement, on, on disait que c'est bien de savoir les montants qui rentrent et les montants qui sortent, mais en sachant les montants qui rentrent et les montants qui sortent, ça va nous aider aussi à savoir où qu'on peut couper si nécessaire. OK. Premièrement. Deuxièmement, ben, en faisant pas ce travail-là, nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs. Nous n'allons pas pouvoir planifier pour le long terme, que ce soit par rapport à la retraite, acheter une maison, acheter une voiture, etc. On ne va pas connaître notre situation et on va rester dans le rêve. J'aimerais, mais OK, on aimerait, mais c'est quoi qu'on fait pour avoir qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Action, action, action. Et j'aime ça, ce principe-là de rêve, dans le sens qu'on pense, mais on ne se met pas en action. Puis vous avez parlé de portrait, de connaître notre portrait d'ensemble, mais portrait détaillé lorsqu'on veut atteindre un objectif. Y a-t-il d'autres inconvénients qui peuvent arriver quand une personne ne fait pas cette action-là? Définitivement. Si on ne fait pas cette action-là, vous n'allez pas avoir la sécurité financière. La sécurité financière, c'est vraiment savoir où est-ce qu'on est et à aussi planifier pour avoir une réserve au cas où il arrive un imprévu, comme une urgence. Comme ça, on sait que j'ai pas de stress parce que j'ai mon compte d'imprévu, j'ai mon compte d'urgence. Donc, ma voiture, le moteur qui pète, ça me stresse pas parce que je sais que j'ai un compte pour cela. Il y a aussi les objectifs financiers. Comme je viens de dire tantôt, nous avons un objectif. Donc, si on connaît notre situation, on va savoir les étapes ou les pas à prendre pour atteindre notre objectif. En connaissant notre situation, on va mieux être capable de planifier pour cela. Et le dernier point, je vous dirais, c'est la réduction du stress. Pour cela, je partageais avec vous quelques statistiques qui proviennent du site du gouvernement du Canada parce que je trouve ça vraiment pertinent de partager ça avec vous. Donc, il semblerait qu'il y a de nombreux Canadiens qui ont un souci d'argent et que c'est à cause du stress. Donc, pour votre information, il y a 48% des Canadiens déclarent souffrir d'insomnie en raison de soucis financiers. 44% disent qu'ils auraient de la difficulté à respecter leurs obligations financières s'ils recevaient leur paye en retard. 44%, donc presque la moitié des Canadiens. Et là, les effets si vous êtes prise avec un stress financier, vous êtes 2 fois plus susceptible de déclarer avoir un mauvais état de santé générale parce que ça affecte le physique. 4 fois plus susceptible de souffrir d'insomnie, de maux de tête et d'autres maladies, et plus à risque d'éprouver de la tension dans vos relations personnelles. Et ça peut entraîner les maladies de cœur, l'hypertension artérielle, des problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété. Donc, ne pas avoir une bonne gestion de ses finances personnelles, ça peut avoir des conséquences néfastes sur tout, le physique, le mental et bien sûr les proches. Donc là, quand vous entendez ces éléments-là, c'est inquiétant de voir qu'au niveau de la population canadienne,
on est pratiquement la moitié qui vivons je dirais, problématiques au niveau de la gestion financière et que ça génère en fait compte des complications, je dirais, de santé, que ce soit la santé mentale, que ce soit même au niveau relationnel. En fait, compte, ça peut créer des conflits dans les relations familiales. Donc, vous savez, un des besoins que nous avons dans les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, la sécurité financière fait partie un de ces besoins. Donc, prenez le temps d'analyser en fait ce qu'on vous a dit, de savoir comment vous vous sentez face à ces éléments-là pour pouvoir un peu analyser où je me situe moi avec tous ces éléments-là, comment je gère ma sécurité financière. Donc, c'est un peu ça parce que quand on parle de sécurité financière, bonne gestion, c'est quoi une mauvaise gestion financière? Une mauvaise gestion, c'est, premièrement, on revient toujours à cela, ne pas avoir un budget. Vivre au-dessus de ses moyens, ne pas épargner pour les urgences, parce qu'on pense que les urgences, ça n'arrive pas à nous. Ignorer les petites dépenses. Les petits cafés de 1 $. Moi, j'adore le café. Et quand je vais travailler au bureau durant la semaine, j'aime ça prendre mon café, mais mon café que je dépense 1 $ et 15 sous dessus, c'est dans mon budget. Ça fait partie de mon budget. Ne pas planifier pour la retraite. La retraite, c'est pas 5, 10, 15 ans. Maintenant, c'est rendu que la retraite, c'est une période de notre vie qui peut durer jusqu'à 30, 40 ans. Si ce n'est pas planifié, on va passer notre vie à travailler sans nécessairement que ce soit qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, la retraite, c'est quelque chose qu'on se prépare pour. Et je vous dirais aussi, il y a sous-estimé l'importance de l'assurance. On vient de vivre quelque chose ici dans notre province. On avait une tempête de pluie. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de gens où est-ce que les sous-sols, leurs maisons, etc. ont été inondés. Imaginez-vous donc en regardant les médias sociaux, il y a beaucoup de gens qui mentionnent le fait qu'il se peut que ce ne soit pas couvert dans leurs assurances. Donc, imaginez-vous l'argent, les dépenses qu'ils vont devoir faire sans avoir la sécurité d'avoir une assurance. Donc, toutes des choses à y penser. Ou bien ne pas avoir une assurance vie. Nous avons des jeunes enfants, on décède, puis là, il n'y a rien pour pouvoir prendre soin de notre enfant après notre départ de ce monde. Ne pas diversifier ses investissements ou bien ne pas suivre ses finances régulièrement. Je mentionne beaucoup de points. C'est sûr que ça va dépendre de ce que vous êtes rendu dans la gestion de vos finances personnelles, mais c'est juste quelques inconvénients que je voulais mentionner. Mais c'est des inconvénients intéressants à prendre en considération selon effectivement où vous êtes situé. De savoir c'est quoi que vous faites actuellement au niveau de la gestion financière et par rapport à ce qu'on vous a dit, ça je ne le faisais pas. Je prends l'exemple du café. Moi, je me rends compte que des fois, effectivement, je prends un petit café, je ne dirais pas le nom pour ne pas faire de pub, mais je ne le note pas. Donc là, je me dis, c'est un comportement que moi, je n'ai pas et que je vais prendre en considération. Donc, c'est vraiment de s'assurer avec ce que vous avez entendu. Est-ce que je note simplement mes dépenses récurrentes, mais les à côté, je les oublie. Mais les à côté, c'est ça des fois qui déstabilise en fait, contre notre budget. Les fameuses dépenses Amazon. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Moi, je me reconnais là-dedans. Effectivement, je mets à peu près que ce que je dépense, mais des fois, j'en suis sûre que je dépense un peu plus que ça. Donc, d'avoir cette vigilance-là des rentrées, des sorties, puis à la scène près est important. Le but, c'est pas de recommencer à zéro votre façon de fonctionner. C'est de regarder ce que vous faites et comment vous pouvez ajuster, en fait, contre votre façon de faire et d'adopter de nouveaux comportements. Donc là, on vous a nommé un peu des comportements à avoir pour avoir une bonne gestion et non une mauvaise. Est-ce que, avec ce qu'on vient de dire, y a-t-il des outils qui pourraient faciliter en fait contre les gens en disant OK, budgétisation, je comprends, revenus, dépenses. Y a-t-il des façons, puis on est tous dans l'ère de la technologie et encore plus avec l'intelligence artificielle, comment on peut trouver des méthodes, des techniques pour nous aider à
trouvé ça intéressant de gérer notre budget parce que des fois, les gens n'aiment pas le faire. Exactement. Puis les gens n'aiment pas le faire. Je vais commencer avec cette partie-là avant, puis après, je vais partager avec vous quelques outils, qu'on pourrait utiliser. La raison que les gens n'aiment pas le faire, c'est parce il faut mettre quand même du temps et effort là-dedans. Il y a aussi le fait qu'il se peut qu'il y a des sacrifices à faire et il y a des gens qui trouvent ça complexe. Donc, une autre étude que je vais partager avec vous qui avait été faite aux États-Unis, mais je suis sûre que ça s'applique ici aussi au Canada, c'est qu'il y a un Américain sur 5 qui passe plus de temps par année à planifier un voyage que la planification de leurs finances. Un Américain sur 5. Donc, on s'entend que oui, c'est le fun de choisir où est-ce qu'on aimerait aller, choisir l'hôtel, choisir les vols, puis on est excité. Mais une chose qu'ils oublient, c'est que si on planifie nos finances personnelles, nous allons avoir une idée plus claire par rapport à notre objectif de voyage. On n'aura pas nécessairement à planifier trop longtemps dans le temps parce que le fait qu'on connaît notre finance, on veut faire un voyage à Bali qui va nous coûter 5 000 $ dans 3 ans, dans 2 ans. OK, ben je sais que ça, je peux le faire. Donc, les outils maintenant. Je vais commencer avec 2 outils qui sont un peu intangibles, mais je pense que c'est important de les mentionner. Première chose, il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut arrêter de regarder qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, puis on se compare à ça. Deuxième chose, c'est parler à vous-même et sois honnête avec vous-même pour dire, OK, je sais que je suis dans une situation que j'aimerais ça changer. Est-ce que je suis prête à faire le nécessaire pour changer ma situation? Et je ne veux pas entendre les gens qui disent, ben là, j'ai pas une bonne job, je gagne pas beaucoup. Non. Le montant qu'on gagne par rapport au revenu, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui gagnent 500 000 $ par année, ils vivent quand même du stress financier. Il y a des gens qui gagnent 20 000 $ par année, puis ils vivent très bien. Qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est nos revenus par rapport à nos dépenses. Quelqu'un qui gagne 500 000 dépense 499 000 $, ou bien même 510 000 parce qu'il utilise le crédit. Cette personne-là vit du stress. Quelqu'un qui gagne 20 000, mais il dépense 10 000. Quelqu'un-là a moins de stress que la personne qui gagne 500 000. Donc, c'est pas par rapport au revenu que, OK, c'est à cause du revenu que ça met dans une situation de stress. Ça, c'est les deux choses intangibles que je vous dirais de commencer avec. Donc, vous avez pris note des conseils. Premier conseil, ne pas se comparer aux autres. Et ça, c'est important. Être honnête avec vous. Donc, ça veut dire, je m'engage à prendre soin de mes finances. Je suis conscient que ça va me demander de l'effort et de la patience. Parce que quand vous allez vous mettre en action, ça ne veut pas dire que le résultat que vous allez avoir, vous allez le récolter immédiatement. On appelle ça de la gratification immédiate, mais cependant, nous, ce qu'on souhaite vous amener, c'est développer, avoir cette gratification différée, ça veut dire à long terme. On a parlé de sacrifice. Voyez le sacrifice comme quelque chose de positif. Beaucoup dans notre façon, le mot sacrifice est beaucoup à une connotation négative. Mais je vous dirais, le sacrifice, ça nous montre en fait compte votre discipline, le travail que vous avez fait pour obtenir en fait compte cet état d'esprit. Parce que là, avant de parler, d'utiliser les outils, ce qu'elle vous dit, Magdala, c'est préparer votre état d'esprit. Oui. Si votre état d'esprit n'est pas bien préparé, le reste ne va pas suivre. Donc, premièrement, avez-vous un état d'esprit, on va dire positif au niveau des finances? Voilà. Deuxième élément, outils techniques. Outils, exactement. Donc, évidemment, vous savez, la première chose que je vais dire de faire, c'est de vous faire un budget. Pas le choix. Il faut commencer par cela. Et il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour faire nos budgets.
On peut faire ça sur un morceau de papier en écrivant qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. On peut utiliser un fichier Excel, c'est ça que moi j'utilise personnellement. Vous pouvez aussi utiliser les applications de vos banques. La plupart des banques, je pense, offrent l'option, ils ont Une application. dans l'application de banque, ils ont Un de quoi outil. exactement un outil qui va vous permettre de classer finalement les entrées et les sorties d'argent de vos comptes bancaires. Il y a aussi des applications comme Mint. Il y a aussi un autre qui s'appelle YNAB, So You Need a Budget, qu'on trouve dans comment dire, en tout cas, c'est une application. La plupart de ces applications-là sont gratuites euh, pour la version de base, mais vous pouvez aussi décider de payer pour avoir une version plus poussée, mais ce n'est pas nécessaire. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser Excel, gratuit, vous pouvez utiliser votre application de banque gratuit, ou même la vieille façon papier, crayon, et on fait ça à la main. Okay. Une fois qu'on aurait déterminé notre budget, là, il faut qu'on travaille sur nos objectifs. Et on dit qu'un objectif doit être SMART. SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et c'est ça que ça fait que ça soit un bon objectif. Dépendamment où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement, autre chose que je dirais aux gens de faire, c'est automatiser les épargnes, dans le sens que vous programmez ça quand il y a une entrée d'argent telle date, mais là, il y a tout de suite une sortie d'argent, que ce soit pour aller dans votre compte d'épargne, votre compte d'urgence, pour payer les factures, pour mettre ça dans un REER, etc. Donc, ou bien pour mettre ça de côté pour les voyages. Donc, fait que ça devient automatique, comme ça, vous n'avez pas un travail à faire. Vous programmez une fois et ça se fait automatiquement. Ça enlève aussi le devoir de toujours aller dans cela puis le faire manuellement. Puis je trouve que c'est plus facile aussi de gérer parce qu'on n'y pense pas puis ça se fait tout seul. Ça veut dire qu'une fois que nos épargnes, nos dépenses, les factures soient payées, mais qu'est-ce qui nous reste dans le compte? Mais c'est qu'est-ce que nous avons de disponible. Ce montant-là est très, très, très important. Et quelque chose que je dis souvent à mes clients, c'est que chaque dollar doit travailler pour vous, dans le sens que vous ne devez pas avoir un solde trop élevé qui dort dans un compte de banque. Il faut que cette dollar a un job. Il faut lui donner un job. Donc, assurez-vous que chaque dollar travaille pour vous. Planifier les gros achats. Nous savons que c'est très, 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 très facile d'avoir des cartes de crédit ici, que ça soit très facile dans le sens que c'est très facile aussi d'avoir accès à du crédit et on se laisse aller. Puis on n'y pense pas nécessairement à notre situation financière parce que acheter de quoi qui coûte 1000, 2000 dollars, c'est facile parce que nous avons la carte de crédit. Mais on n'y pense pas après qu'il faut rembourser cette carte-là. Cette carte-là vous charge des intérêts qui varient entre 18 et 24 18 et 24 par année, c'est énorme à payer, surtout les gens qui ne payent pas leur carte de crédit au complet à chaque mois. Je vous dirais d'essayer de gérer cela. Et parce que comme j'avais dit au début, qu'est-ce que je dis, je pratique aussi et j'invite aussi mes clients à le pratiquer. Moi, je déteste payer les intérêts. Donc, si je dois faire un gros achat, même les petits achats aussi, j'utilise ma carte de crédit. Pourquoi? Parce que j'aime ça ramasser des points qui me permettent de voyager, mais je m'assure que j'ai l'argent pour couvrir cet achat-là. Parce que je ne veux pas payer de l'intérêt à la banque. Je ne veux pas que la banque paie de l'argent pour moi. Moi, je vais utiliser la banque. Je ne veux pas que la banque m'utilise. Faire des bilans financiers réguliers, limiter ses dettes. Et autre chose aussi, c'est qu'il faut, si vous êtes en couple, c'est d'en parler avec l'autre personne. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire tout seul, mais
en même temps, il faut aussi prendre en conséquence comment ça se parle, votre situation de couple, mais des fois, c'est plus facile de le faire à deux, ce cheminement-là. Moi, j'ai pris des notes. J'espère que J'ai vous en parlé a- beaucoup. ouais, que vous en avez pris. Tantôt, on a parlé de l'état d'esprit. Puis, c'est un petit quiz. J'espère que vous connaissez les différents états d'esprit qu'on vous a proposés. Il y en avait 4. Donc, je vous laisse avec cette interrogation. Là, maintenant, on est rentré plus dans la démarche. En fait, qu'est-ce que je dois faire après que j'ai un état d'esprit positif sur l'argent, la gestion des finances, budget. C'est de savoir comment je fais mon budget. Donc, est-ce que je le fais? OK, mais est-ce que je le fais bien? Là, on rentre encore dans le détail. Donc, ça, c'est la première démarche. Par la suite, ce qu'on a identifié, c'est est-ce que avec le budget que j'ai un objectif qui est relié à ce budget-là. Donc, peut-être l'objectif, si je prends un exemple, c'est que je veux m'assurer de payer toutes mes factures à temps. Donc, c'est vraiment, on est spécifique, on veut payer nos factures à temps à chaque mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a cet objectif-là? C'est on s'assure avec un des concepts d'automatiser les épargnes. Donc, ça, c'était la troisième démarche. Pourquoi automatiser? On l'a identifié, ça amène une diminution de stress. On voit qu'on l'a fait, on a pris conscience que cet argent-là sera pour cette dépense-là. Qui nous amène après de suivre l'avancement de cet objectif. Est-ce que l'objectif que je me suis donné ce mois-ci, je l'ai atteint? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on souligne. N'attendez pas quelques mois. On prend le temps de souligner en disant, je commence à prendre une vie saine au niveau de la gestion des finances. Je me suis donné un objectif, puis je l'ai atteint à la fin du mois. Quand on fait le bilan, ben c'est ça, c'est suivre l'avancement de nos objectifs et de célébrer lorsqu'on voit qu'on a atteint pour nous encourager, en fait, compte de continuer ce processus. Parce que prendre soin de ses finances, c'est un processus, c'est une démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est de regardez ce qui nous reste, plus et moins. Imaginons qu'avant, vous étiez beaucoup dans le négatif, puis là, vous vous rendez compte qu'il vous reste de l'argent. Parce qu'elle vous a dit, Magdalena, qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent qui nous reste? Il faut pas le laisser dormir. Il faut le faire travailler pour vous, pas pour les banques. Avez-vous des cartes de crédit? Oui, mais est-ce que vous les payez à temps? Est-ce que vous nourrissez la banque? Si votre réponse est oui, commencez à regarder c'est quoi votre façon de faire pour rembourser les cartes. Magdala a mentionné rembourser avant les 30 jours. Ça, c'est une information pertinente qu'il faut prendre en considération. Si vous utilisez la carte, est-ce que vous prenez comme action de rembourser le montant avant la date pour ne pas avoir les impôts? Donc là, je pense que je vous ai donné tous les éléments pour comprendre un peu la démarche au niveau de vos finances personnelles. Le petit bonus que Magdala vous a donné, c'est que là, on a parlé pour une personne. Mais si vous êtes en couple, la même chose, la même démarche, mais en couple. Et dans l'état d'esprit, on a parlé d'honnêteté. C'est honnêteté du couple. Donc, c'est comme si vous vous montez tout nu quand vous parlez de vos finances et de vous assurer que quand vous avez cette discussion-là, et puis des fois, je le constate, c'est d'être à l'écoute sans jugement. Oui. Parce que lorsque quelqu'un se livre à vous, on a peur d'être critiqué. Et c'est pour ça qu'on a des problématiques au niveau de ce sujet-là, parce que les comportements qu'on a ne sont pas les plus valorisants de notre personnalité. Donc, en tant que coach, vous voyez le cerveau qui est en arrière de là, ça nous démontre qu'on a besoin de gérer en fait compte toutes ces émotions-là lorsqu'on parle de finances. Les finances, c'est beaucoup aussi d'émotions. On dépense par émotion. Connaissez-vous le livre de Max Wayne qui dit en avez-vous réellement besoin? C'est réellement cette question-là aussi que vous devez mentionner à chaque fois que vous faites une dépense. Et pour aller dans le sens de Magdala, quand Magdala elle parle de faire travailler l'argent, est-ce que le dollar qui me reste, je le fais travailler? Si je ne le fais pas travailler, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est un peu ces différentes démarches qu'on vous a proposées en même temps, technique, conseil. Mais ce qu'il va être intéressant que, même si vous vous posez la question, ouais, mais moi, je n'ai pas une bonne gestion financière, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de réussir, je vais inviter Magdala à nous parler de comment son quotidien, elle voit en fait compte ses différents profils de clients et qu'elle a pu voir la progression dans des clients qui avaient peut-être peu de connaissances
qu'aujourd'hui, ils ont évolué. Pouvez-vous nous partager en fait compte une expérience ou un client qui a progressé dans la gestion de ses finances? Très bonne question. Je vais arriver à mon exemple de client, mais j'aimerais ça faire le lien avec la pyramide de Maslow par rapport à la gestion de finances personnelles. Et après avoir fait ce lien-là, vous allez comprendre le lien avec l'exemple de mon client. Donc, la pyramide de Maslow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une théorie de la motivation humaine qui classe les besoins en 5 niveaux. Donc, je vais décrire un peu très vite, là, brièvement, les différents niveaux. Donc, on a une pyramide, on a 5 niveaux. On commence avec les niveaux de base et après, à chaque fois qu'on augmente, on change de palier. Donc, le premier niveau, c'est le besoin physiologique. Et le lien avec la planification financière par rapport à cela, c'est le fait que cela correspond à l'assurance que vous avez les ressources nécessaires pour couvrir vos besoins essentiels, vos besoins de base, que ce soit se loger, se nourrir et aussi les soins de santé. Donc, à ce niveau-là, ça inclut la budgétisation et aussi la création de fonds d'urgence. Okay? Le prochain palier, on parle de besoins de sécurité. Donc, après avoir couvert nos besoins de base, et quand on parle de besoins de sécurité par rapport à la planification financière, là, on se concentre sur la sécurité financière à long terme. Ça implique les assurances, l'assurance de revenus stables, excusez-moi. Donc, assurez-vous d'avoir un emploi permanent, un emploi qui vous paye. La protection contre les imprévus grâce à des assurances, assurance vie, assurance maison, assurance voiture, assurance maladie grave, etc. Et aussi, là, à ce niveau-là, vous commencez la planification pour la retraite. En voulant dire, si vous êtes au premier niveau et vous avez des problèmes de dette, puis de ci, de cela, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez commencer à planifier la retraite. Ça, c'est au prochain niveau. Okay? Vous finissez de satisfaire vos besoins de base et après, vous passez au prochain niveau. Troisième niveau, besoin d'appartenance et d'amour. Ça, c'est garantir la sécurité et le bien-être de votre famille. Cela peut inclure l'épargne pour les études pour vos enfants, la gestion de vos finances en couple et aussi l'organisation de votre patrimoine. Okay? Besoin d'estime. Une fois que les 3 autres besoins ont été satisfaits, maintenant, on peut se concentrer sur l'accumulation de richesses et l'investissement pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Donc, c'est aussi le moment de travailler sur l'amélioration de votre style de vie en veillant à ce que vos finances reflètent vos valeurs personnelles. Et là, on est rendu au dernier niveau, la tête du triangle qui est juste en haut. Et là, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Au sommet de la pyramide, la planification financière devient une question de laisser un héritage, de réaliser vos rêves les plus ambitieux et de vous impliquer dans des causes qui vous tiennent à cœur. Cela pourrait inclure des dons philanthropiques, des investissements dans des projets qui vous passionnent, ou bien simplement la poursuite d'une vie équilibrée et épanouie grâce à une gestion financière solide. Donc, tout ça pour dire, l'exemple que je vais vous donner, j'ai une cliente, je vous dirais qu'elle était, à mon avis, qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années, au palier 2. OK? Et la chose qui fait qu'elle est rendue au palier 5 aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est que à ce moment-là, quand on s'était rencontrés, elle avait identifié qu'elle avait un besoin pour changer sa situation. Elle regardait cette situation, elle a identifié ce besoin-là, puis elle voulait de l'aide pour dire, OK, je suis là, et là, j'aimerais ça me rendre là. Et là, en me rencontrant, je ne dis pas que je suis la cause, parce que comme je vous dis, vous êtes responsable pour votre vie. Moi, tout ce que je peux faire, je peux vous accompagner et je peux partager avec vous
mes connaissances, OK? Mais la personne a accepté de faire le travail, la personne a accepté de prendre mes recommandations en note et la personne a appliqué chaque point exactement comme on s'était dit. Et grâce à cela, maintenant, la personne peut dire, je suis au palier 5 de la pyramide de Maslow. Et là, maintenant, elle travaille pour, pour l'accomplissement de soi, si on veut. Elle investit en elle-même. Donc, voilà. Wow! Je ne sais pas, mais cette fameuse pyramide est un bel outil, en fait, pour positionner où vous êtes rendu. Je ne sais pas si vous avez pris note, mais quand on parlait des besoins de base, c'est comme une réflexion que vous devez vous faire lorsque on parlait d'état d'esprit et de démarche. Avant de commencer à griffonner, c'est quoi mon besoin fondamental? Dans les 5 niveaux qu'on vous a expliqués, c'est quoi? Si vous êtes au besoin de base niveau 1, ben, prenez le temps de structurer, d'organiser avant de commencer, comme disait Magdala, à aller aux besoins 4 ou aux besoins 3. Là, elle nous a montré le processus. Puis pour reprendre un des conseils de Magdala au niveau de l'état d'esprit, il y en a, ils vont se poser souvent la question, mais ça a mis combien de temps cette personne-là pour passer à ces différents niveaux? On vous l'a expliqué, ça dépend de l'état d'esprit, l'effort que la personne va donner. Donc, on peut être au même niveau que quelqu'un, mais selon l'effort de chaque individu, on peut se rendre ailleurs. Donc, quand vous faites la démarche, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous donnez pas un objectif. Oh, je veux que absolument avoir comme elle. Non. Prenez le temps parce qu'on a tous des limites différentes. Donc, la personne, elle avait un besoin de sécurité. C'est le besoin qu'elle voulait fortifier, le combler. Elle a travaillé selon ses limites, selon ses croyances. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Et il ne faut pas croire qu'à chaque étape, vous n'allez pas rencontrer des obstacles, que vous n'allez pas rencontrer des difficultés. C'est là que ça arrive en disant, ben, quand on parlait de suivre l'avancement, si vous n'avez pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas réussi? De se remettre en question. Là, on n'est pas en train de vous donner une formule magique, puis vous dire, eh ben oui, on a écouté Magdala Jeunesse, elle nous a tout donné, j'ai suivi, puis ça n'a pas fonctionné, c'est de sa faute. Elle vous l'a dit, hein, elle n'est pas la cause autant de votre perte que de votre réussite. La cause de votre réussite, votre perte, c'est vous. Moi, je vous le dis là, c'est vous. Donc, soyez honnête dans ce que vous avez fait. Est-ce que vraiment vous avez donné l'effort de faire l'action qu'on vous a demandé ou vous avez fait les à peu près? Donc, c'est un peu ça qu'on veut amener quand on parle de budgétisation, lorsqu'on parle de finances. Un autre problème qui s'en vient, c'est nos enfants, notre génération en cours. Moi, je suis maman d'une ado de 15 ans, bientôt 16. Je commence, avant je le faisais un peu partiellement, mais de plus en plus, je veux qu'elle développe son éducation financière. Puis j'aimerais demander à Magdala, ben, comment elle peut nous aider en tant que parents, peut-être tantôt aider ces enfants-là à avoir cette ouverture, en fait, compte au niveau des finances, la budgétisation, parce qu'ils vont commencer à travailler à 16 ans et si l'éducation financière n'existe pas dans leur environnement familial, comment on peut les aider? Moi, j'ai utilisé un petit outil qui est la fameuse tirelire avec les 3 gérés éléments épargne, dépenses, épargne et investissement. Ça prend quelques temps pour qu'on voit beaucoup d'argent dans l'épargne. L'enfant a juste 15 ans, mais c'est une des techniques que j'ai commencé à intégrer depuis l'âge de 7 ans avec ma fille. Donc, Magdala, qu'est-ce que tu peux suggérer aux personnes qui nous écoutent, qui veulent éveiller l'esprit de ces adolescents au niveau de l'argent? Je dirais la première chose, il faut commencer ce genre de conversation-là assez tôt. Il ne faut pas, souvent les gens parlent de l'argent comme si c'était quelque chose de mauvais. L'argent n'est pas mauvais, les gens sont mauvais. Donc, il faut créer une relation saine, que ce soit vous et l'argent ou votre enfant et l'argent. J'adore l'idée de la tirelire, exactement. Ça, c'est quelque chose que je partage. Donc,
dès qu'un enfant commence à avoir de l'argent, je leur dis, monte à l'enfant, c'est un tiers, un tiers, un tiers, comme Sandrine vient de dire, dans le sens que un tiers, l'enfant peut dépenser comme il veut. Un tiers s'en va à l'épargne pour un objectif. Des fois, un enfant il dit, oh, j'aimerais ça avoir ce jouet-là. Ben, montre à l'enfant comment épargner pour pouvoir acheter son jouet dans 3 mois, dans 6 mois. Et où il y a aussi l'investissement pour le long terme. Donc, l'enfant va apprendre. Donc, à chaque dollar que je gagne, je sais qu'il y a un tiers que je vais pouvoir avoir du fun avec. Il y a un tiers que ça va couvrir mes objectifs. Puis il y a un autre un tiers, ça c'est pour l'investissement. Puis, ne gênez-vous pas. C'est correct d'ouvrir un compte d'investissement. C'est correct aussi de l'ouvrir à votre nom, mais vous savez que c'est l'argent de l'enfant qui va aller dedans. Et montre à l'enfant, quand vous allez recevoir le relevé de ce compte-là, montre à l'enfant comment il peut s'investir, si ça a augmenté, si ça a baissé. L'enfant doit comprendre que si on investit, ben, des fois ça monte, des fois ça baisse. Puis l'enfant va prendre l'habitude Et l'intérêt. et l'intérêt aussi par rapport à cela. Il y a des livres qui sont disponibles maintenant pour les enfants. Si votre enfant a un intérêt pour la lecture, je vous dirais d'encourager cela, d'encourager cela en offrant un livre par rapport aux finances pour les enfants. Comme je vous dis, il faut que la conversation par rapport à l'argent soit saine dans la maison. Parce que les enfants, ils apprennent par rapport à qu'est-ce qu'on fait et non qu'est-ce qu'on dit. OK? Mhm. Donc, si à la maison, on est toujours en mode de panique ou bien, souvent, là, des fois, on entend les parents dire, oh oui, regarde, lui, il est riche, il a sûrement fait des mauvais coups pour avoir cet argent-là. C'est comme si vous êtes en train de dire à l'enfant, mais avoir de l'argent, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez fait des mauvais coups. Donc, il faut faire attention aux mots et aux gestes qu'on pose par rapport à l'argent dans la maison. Intéressant. Intéressant de voir l'environnement qu'on offre à nos enfants, la relation qu'on a avec l'argent. Donc, plus on a une bonne relation, une aisance d'en parler, plus ça va permettre aussi à nos enfants d'avoir je dirais, une intelligence financière et faire le meilleur choix, en fait, dans sa gestion financière. Donc, il y a aussi beaucoup d'aide pour les jeunes à travers les écoles, mais il faut y aller aussi dans le quotidien. C'est vraiment ça aussi qu'on voulait vous amener. Puis dernièrement, il y a eu le livre de Pierre-Yves Maxwin qui a sorti un livre pour les enfants de 12 ans et moins. C'est L'argent croisons-le ou non, qui est très intéressant pour connaître de base, en fait, compte l'argent de façon générale. Donc, moi, je suis dans cette lecture-là pour m'assurer que comment je peux accompagner mon enfant à assimiler cette notion-là avec un vocabulaire simple selon leur argent. Donc, vous voyez, on en parle de différentes façons, l'argent de façon individuelle, l'argent de façon familiale en couple, mais familiale avec les enfants. C'est important d'en parler. Puis le but de cette première partie, on va dire, de la gestion financière au niveau de la budgétisation, c'est pour vous donner le goût, le plaisir de regarder vos finances. Comme disait Magdala, quand on veut aller en vacances, on est tout excité, on a le plaisir de regarder X temps la destination. Mais c'est un peu ce désir-là qu'on veut vous amener au niveau de finances. Bien sûr, ça vous appartient. Donc, on a regardé ça avec vous, un peu la budgétisation, les méthodes, les technologies, mais surtout l'état d'esprit qu'il faut avoir, les démarches. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les besoins fondamentaux. Ça, c'est l'outil ultime pour retravailler la configuration de vos finances, où je suis située. Et par rapport où je suis située, je prépare un état d'esprit dans ce sens-là pour me permettre d'utiliser les démarches qu'on vous a mentionnées. Donc, voici ce qu'on voulait vous proposer. Je ne sais pas, Magdala, si tu as d'autres éléments que tu voulais récapituler. Donc, moi, j'ai fait un petit résumé avant de clôturer. Y a-t-il d'autres éléments que tu aimerais dire à nos auditoires après ce bel échange pertinent, je dirais riche et concret? J'ai 2 exemples qui me viennent en tête par rapport aux les enfants et les finances. 2 exemples que j'ai eu des clients.
Il y en a un exemple, c'est le compte REEE, le fameux compte REEE qu'on a pour nos enfants, pour les études. Donc, ces parents-là, ils utilisent ce compte-là comme si c'était c'est le compte de l'enfant parce que c'est pour les études de l'enfant. Donc, la partie investissement de comment on montre à l'enfant d'investir, on le met dans le REEE de l'enfant. Et quand les parents reçoivent le relevé du REEE, c'est comme, regardez, c'est ça qu'on a fait ce mois-ci avec ton compte. Donc, l'enfant participe dès le début. Et l'autre exemple, c'est les clients qui ont les ados. Les ados, ils veulent tout. Ils veulent. J'en ai une cliente où est-ce que sa fille voulait faire ses ongles. Il y en a une où est-ce que sa fille voulait faire ses cheveux. Il n'y a pas de problème. Mais on va épargner pour ça. Je ne dis pas que vous êtes obligé de faire payer l'enfant au complet le coût de l'affaire, mais pour dire, OK, mais pour faire les ongles, ça coûte 50 $, mais épargne 25 puis moi, je vais couvrir l'autre 25. Une façon tangible de démontrer à l'enfant, mais quand nous avons un objectif, et là, il y a un cheminement qu'on peut suivre pour l'atteindre l'objectif. Donc, c'est à l'enfant de faire, si c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'enfant, OK, mais c'est quoi ton plan pour ton 25 $ que tu aimerais ramasser pour faire tes cheveux? Pendant combien de temps que tu aimerais ramasser ce 25 $-là? C'est quoi tu vas faire? C'est quoi l'emploi, entre guillemets, que tu vas faire pour être payé pour ramasser ce 25 $-là? Faire le cerveau de l'enfant travailler pour son objectif. Voilà. Et ce même conseil-là est aussi pour vous. Oui. Parce que quand vous allez regarder vos finances, vous allez vous dire, mais moi, je ne peux pas. Donc, vous allez sûrement avoir peut-être un automatisme de pessimiste et de développer, en fait, compte des solutions. OK, tu peux pas. Quoi d'autre? Parce qu'il y a toujours une solution derrière un problème. Donc, c'est vraiment puiser dans votre créativité pour aller chercher, en fait, la solution pour atteindre votre objectif. Autant à l'enfant, on veut développer ce côté-là de trouver des solutions, mais nous-mêmes aussi, on doit développer ce comportement. Lorsqu'on est face à une difficulté ou un obstacle, il y a une solution. Pensez à votre cerveau. Il est intelligent, nourrissez-le. Donc, travaillez ces automatismes de chercher des solutions, même lorsque la difficulté et l'obstacle est présent. Donc, quoi dire de plus avec tout ce qu'on a pu entendre? Moi, je tiens encore une fois à remercier Magdala Jeunesse parce que malgré que j'ai un fort intérêt sur le sujet, j'ai encore appris des choses. Comme je dis, les petites dépenses que je note pas dans mon budget, je vais rectifier ça. Ce qui est important, n'oubliez pas, c'est la gratification différée. Vous allez commencer une action, vous allez avoir les résultats ultérieurement. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Rappelez-vous la raison pourquoi vous avez décidé de prendre soin de votre santé. Donc, le fameux pourquoi, l'importance. On a parlé d'une meilleure vie saine d'esprit. Donc, c'est le côté stress. Accrochez-vous à ce fameux pourquoi lorsque vous sentez que ça ne vous tente pas. Soyez constant dans les actions que vous allez entreprendre. Ne faites pas ça juste une fois et vous pensez récolter, on va dire, les résultats. C'est vraiment la discipline qui va vous aider, la constance et votre confiance en vous. Donc, c'était les différents conseils qu'on voulait vous apporter dans la budgétisation, dans les finances personnelles. Merci beaucoup de votre écoute. Et bien sûr, nous allons vous partager dans la biographie des liens en lien avec les besoins psychologiques et les autres éléments qu'on a pu vous mentionner pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin dans votre réflexion et développer votre intelligence financière. Est-ce qu'on laisse avec un petit challenge? Ah, ben là, madame veut faire un challenge. Est-ce que vous voulez embarquer? Moi, j'aime les challenges parce que je suis un peu compétitive. Donc, allons-y. C'est quoi que tu nous donnes comme challenge? J'ai 2 challenges. Le premier, c'est identifier où est-ce qu'on se retrouve dans la pyramide de Maslow, à quel pilier. Deuxième challenge, ce serait de vous faire un budget, évidemment. De vous faire un budget et identifier où est-ce que vous êtes par rapport à votre situation financière. Et évidemment, ça c'est personnel, donc je ne vais pas vous demander de partager vos résultats dans les messages, dans les commentaires.
Mais vous pouvez peut-être juste dire, j'ai fait un check pour dire j'ai fait le challenge 1 ou bien deux checks pour dire j'ai fait les 2 challenges. Donc, c'est juste ça que je vous demanderais de faire. Parce que n'oubliez pas, on n'est pas là pour faire le challenge boost, c'est à vous de prendre, de découvrir l'intérêt, mais aussi le vouloir de changer votre situation si vous êtes à ce point-là dans votre vie. Intéressant. Challenge 1, donc identifier où vous êtes situé dans la pyramide de Maslow, du niveau 1 au niveau 5, ou on fait le challenge 2, la budgétisation. Donc, c'est vraiment de mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez l'intention de faire et de le mettre en pratique. Donc, j'ai hâte de lire les commentaires. Donc, encore une fois, merci Magdala Jeunesse pour vraiment toutes ces informations pertinentes, concrètes et riches. Et merci à vous de votre écoute. Donc, continuez à nous suivre et surtout, pensez à votre finance personnelle, votre santé financière. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous avez des rêves que vous aspirez à réaliser? Ne cherchez pas plus loin. Découvrez En route vers vos rêves, le podcast qui vous guide dans votre voyage vers la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Des histoires inspirantes, des conseils pratiques et une dose d'inspiration qui vous attend à chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant et commencez à tracer votre chemin vers une vie pleinement épanouie. Rejoignez-nous sur En route vers vos rêves.